Bonjour et bienvenue sur Wikash Copy. Bonjour Cédric. Salut Mathieu, salut à tous. Alors aujourd'hui je suis en compagnie de Cédric Michel qui va partager avec vous ses stratégies, ses lectures, ce qui lui a permis d'avoir une entreprise qui lui permette de vivre en Estonie. Je laisse Cédric se présenter. Je m'appelle Cédric et j'ai une chaîne YouTube sur la méditation principalement, la voie de l'attraction, développement personnel. En gros, j'aide simplement les gens qui veulent transformer leur stress en sérénité et bien d'autres choses. Et du coup, cette interview, c'est un petit peu l'occasion à Cédric de partager son expérience, de comment réussir à s'en sortir dans un domaine qui, a priori, pas des plus simples, parce que dans le domaine de l'entrepreneuriat pur, de la perte de poids, les gens sont demandeurs naturellement, et là c'est un domaine un peu plus complexe qui demande des sérieuses compétences dans plusieurs domaines, autant dans son cœur de métier méditation, yoga, etc., que dans le côté un peu plus attirer les bonnes personnes pour pouvoir vivre de son activité tout simplement. Il y a aussi beaucoup, si tu me permets, Vas-y. Beaucoup une question de croyance. Et d'ailleurs, j'ai une anecdote dessus. Puisque en fait, moi, je me suis formé auprès d'un web marketeur français très compétent et qui avait comme croyance que dans la méditation, il n'y avait pas d'argent parce que quelqu'un qu'il connaissait avait une page Facebook très populaire sur la méditation et apparemment, ça rapportait pas énormément. D'accord. Donc moi, en fait, pendant toute cette année de formation, j'ai eu ça en tête, même si j'espérais que ça se passe différemment. Heureusement, ça s'est passé différemment. Mais c'était l'idée, dans la méditation, il y a beaucoup de monde, mais il n'y a pas d'argent. En gros, ça va être difficile. De l'autre côté de l'Atlantique, au Canada, pendant la même période, il y a quelqu'un aussi qui faisait de la méditation, qui s'est lancé dans la méditation peut-être 1 ou 2 ans avant moi, avec pas du tout cette croyance limitante. Et pour la faire courte, aujourd'hui, il fait des millions d'euros ou des millions de dollars canadiens. Et ça a été assez rapide. Donc, il y a pas, c'était aussi beaucoup une question de croyance. Et d'ailleurs, c'est un peu ton introduction, c'est un petit peu dur la méditation. Oui, c'est complexe. Parce que. Et en fait, à partir du moment où on part du principe qu'on a quelque chose à offrir, de la valeur, on rencontre toujours son marché. Et c'est ça qui est intéressant avec ton histoire, ton expérience, c'est que souvent sur Internet, il y a beaucoup de personnes qui cherchent les niches rentables. Mais il n'y a pas forcément à cibler une niche rentable, il y a à apporter de la valeur à des personnes, ce que tu as très su bien faire. Et c'est surtout ça la question à vous poser. Quelle est la valeur que vous pouvez apporter à des personnes pour résoudre leurs problèmes urgents du moment, quoi. La règle d'or, c'est apporter de la valeur, mais surtout donner des résultats aux gens en avance pour leur donner envie de consommer vos produits qui sont payants. Ça, c'est la clé. Alors du coup, j'ai ma petite fiche de notes, quelques questions pour amorcer justement cette discussion et ce partage. Alors, quel livre as-tu le plus fréquemment offert ou celui qui a le plus influencé ta vie? Alors, celui que j'ai le plus… Alors, c'est intéressant parce que j'en ai discuté avec quelqu'un hier du livre qu'on aurait le plus offert. Et en fait, mon point de vue, parce que je l'ai fait au début, surtout quand j'étais débutant en développement personnel ou en croissance personnelle, je lisais des bouquins, pardon, et ça a changé ma vie ou ma perception de la vie, et je pensais que ça serait la même chose pour les gens à qui je l'offrirais. Puis finalement, je me suis dit que, en tout cas avec le recul, parce que pas tout de suite, et je le faisais avec le cœur, mais j'étais dans une position genre assez haute, tu vois, j'ai le sésame pour toi, lis-le, tu vas changer ta vie. En fait, c'est très arrogant en tout cas, je me rends compte que ma manière de faire était très arrogante, de penser qu'un livre qui m'avait touché moi pouvait toucher d'autres personnes. La seule chose… Ah, je suis vraiment désolé. Pas de souci. Donc là, tu cut? Non, principe, non. Bah, c'est pas grave, c'était fallait que je boive quelque chose là. Bref, j'étais sûr… La seule chose qui t'était arrogant dans ta manière d'offrir des chiffres, livres. Voilà. C'était en fait cette position de ce livre a changé ma vie, je te l'offre, tu vas voir, ça va changer ta vie. Je trouve que c'était assez arrogant avec le recul.
En fait, la meilleure manière d'influencer, c'est pas forcément d'offrir un livre ou d'envoyer une vidéo YouTube, mais votre propre exemple. De vous transformer grâce à ces outils-là. C'est la seule manière possible de pouvoir transformer la vie de quelqu'un. Et pas en offrant, en tout cas maintenant c'est mon point de vue, pas en offrant un livre, parce que quelque chose qui vous parle à vous, qui me parlait à moi, va pas forcément vous parler à vous. Et ce qui est intéressant dans le développement personnel ou les méthodes de transformation en règle générale, c'est que si on est honnête, il n'y a rien de nouveau aujourd'hui depuis. Il n'y a rien de nouveau, mais nous, on n'est pas forcément conscient de certaines choses. En gros, ce que je voulais dire, c'est que tout a déjà été dit. Oui, tout a déjà été dit. Après, ça devient, déjà, on va dire, peut-être prouvé scientifiquement parce que certaines choses étaient vécues par l'expérience. Bah voilà, moi j'ai fait l'expérience de ça, ça va t'aider. Et aujourd'hui, le côté scientifique avec les neurosciences le prouve, mais effectivement, il n'y a rien de nouveau, quoi. Les neurosciences, elles font que prouver des choses qui existent depuis 2000 ans, voilà, un peu plus, tu vois, dans les traditions ancestrales. C'est bien parce que ça va aider certaines personnes à franchir le cap, mais de la plupart, en tout cas de ce que j'ai pu constater, la plupart des gens qui sont attachés au côté scientifique et à la preuve scientifique sont des gens qui passeront jamais à l'action réellement, ou très peu. Alors que des gens qui se disent est-ce que ça va marcher pour moi ou pas, qui passent à l'action et qui se disent si ça marche pour moi, je continue. Là, c'est une autre approche. En tout cas, par rapport à ce que j'ai pu constater sur le terrain, ou en tout cas proche de moi, parce que tous les gens en tout cas la plupart des gens que je connais qui sont très attachés à la preuve scientifique avant de passer à l'action, c'est encore une étape de plus avant de passer à l'action. C'est ça. Et moi, je pars du principe que ce soit dans la nutrition, de la méditation, en fait, je regarde ce que la personne enseigne, si ça a marché pour elle et si ça a marché pour d'autres personnes. Et après, j'agis parce que je me dis, c'est justement la preuve par l'exemple, quoi, tout simplement. Parce que à un moment donné, on veut tout que soit prouvé scientifiquement, mais est-ce que tu perds du temps, quoi? Parce que, comme dit Cédric, dans le développement personnel, ça fait 2000 ans que c'est connu, quoi, depuis, je sais pas, Aristote, Socrate, peut-être même avant, les stoïciens. Donc, du coup, il n'y a plus qu'à appliquer, justement. En fait, ce que je voulais dire par rapport à cette histoire de développement personnel, c'est que tout a déjà été dit, tout a déjà été écrit, et que, en fait, aujourd'hui, entre guillemets, on est dans une période bénite. Oui. Pourquoi ? Parce que cette information-là, elle est disponible. Moi, quand j'étais ado, elle n'était pas disponible aussi facilement. Quand on cherchait une information, peut-être qu'il allait avoir un reportage à la télévision inspirant, j'en ai pas vu. Ou il fallait aller dans une bibliothèque, mais il n'y avait pas forcément, la tous les livres. À l'époque, des persos, ça n'existait pas. Et en fait, pourquoi on est dans une période bénite ? C'est parce qu'aujourd'hui, on va avoir plein de voix différentes qui vont à peu près dire la même chose, mais avec une autre façon d'orienter en fait le discours et qui va vous inspirer ou pas. Et en fait, c'est ce que je voulais dire, c'est que de toute façon, le contenu, c'est la même chose pour les religions, hein. Il y a quelque chose d'universel derrière tout ça. Et si on recoupe, si on enlève un peu le décorum, on a les mêmes messages. Dans le dev perso, dans la méditation, dans les stratégies de mieux-être, dans la transformation personnelle, c'est la même chose, mais vous allez trouver différentes voies, différentes façons d'articuler les informations qui vont vous toucher ou pas. Et il n'y a pas une meilleure manière de faire. La seule chose à faire, c'est de passer à l'action. Je prends toujours l'exemple du yoga parce que quand j'ai changé de vie, je me suis reconverti en prof de yoga et j'ai pratiqué le yoga dynamique qui s'appelle l'Ashtanga. L'Ashtanga, quand vous entendez les gens qui font de l'Ashtanga, ils vous disent la plupart c'est le meilleur yoga si je compare mes résultats par rapport à ceux des autres, naninana. Bref, encore une histoire. Pourquoi en fait l'Ashtanga ça marche, ce fameux yoga ? C'est parce que les gens qui le font sont dédiés dans une pratique, ont une intensité qui est un peu différente des autres pratiques. Quand on fait de l'Ashtanga, c'est minimum 5 à 6 fois par semaine. Ah oui. Donc forcément, tu as des résultats. Oui, même si tu n'as pas forcément de disposition physique, génétique ou le mental pour le faire, si tu pratiques 5-6 fois par semaine, tu vas forcément avoir des résultats. Et bien, dans ce genre de choses, transformation personnelle, c'est la même chose. Tu passes à l'action, tu pratiques et tu auras des résultats. Il suffit juste que tu trouves une voie, quelqu'un qui t'inspire, qui te parle de quelque chose, qui a une méthode qui fait sens pour toi. Et que ce soit vrai ou que ce soit pas vrai, si tu appliques, de toute façon, tu auras les résultats. Tony Robbins disait par rapport aux croyances, peu importe si ta croyance elle est vraie,
si elle t'apporte des bienfaits dans ta vie et qu'elle te rend une meilleure personne, que ce soit vrai ou pas, on s'en fiche. Oui, l'important c'est le résultat. C'est ça. Si tu deviens une meilleure personne pour toi et pour les autres, c'est tout gagné. Et du coup, quel livre toi t'as le plus influencé, inspiré dans ta manière de vivre, de percevoir la vie justement? Parce que effectivement, j'ai bien aimé quand tu as dit c'est une perception de la vie. Et plus on évolue dans son développement personnel, dans la gestion de ses activités, de sa vie perso, de sa vie pro, plus quand on se forme, eh bien on a une perception totalement différente de la vie. Par exemple, certaines personnes, ils crèvent un pneu sur la route, leur journée est brisée, quoi. C'est la fin du monde. Or, moi, si je crève un pneu, bon, bah, ça va me faire perdre du temps, mais c'est pas, niveau émotionnel, ce sera pas grand-chose, quoi. Et donc, du coup, quel livre, un petit peu, toi, Il n'y aura pas un livre particulier, mais tout ce qui tourne autour du stoïcisme. Voilà, les livres de Thich Nhat Hanh, si quand même, ont bien. Ah, mais je ne connais pas du tout. En fait, Thich Nhat Hanh, c'était un moine vietnamien qui est venu en France, qui a monté un monastère en France et qui avait une aura mondiale. Le village des pruniers, non? Ouais, c'est ça. Ah oui, bah, du coup, ça me revient. Et c'est vrai que quand j'ai lu ces livres, ouais, c'est vrai que si je devais dire, en tout cas, un auteur, ce serait lui parce qu'il avait une vision de la méditation qui était complètement différente de ce qu'on peut entendre dans Vipassana ou dans le Zen bouddhiste Soto qui sont assez rigides. Pour résumer, lui en fait il disait que chaque seconde est une opportunité pour avoir une seconde de bonheur. Et même dans la méditation, alors que selon les autres traditions ou écoles de méditation, la méditation c'est pas censé être un moment agréable, alors que lui justement, moi ça m'a vraiment influencé. Et aujourd'hui, mon objectif, c'est de faire des méditations belles et agréables. Et je pense que c'est lui principalement qui m'a inspiré dans cette voie-là. C'est bien. Alors, du coup, quel est ton meilleur achat pour moins de 100 € qui a eu le plus d'impact dans ta vie? On va dire au cours de ces derniers mois ou sinon de l'année précédente. Les 6 derniers mois, moins de 100 €, bah alors c'est des abonnements. Ça va être YouTube Premium, Spotify. YouTube Premium, pourquoi? Parce que ça me permet d'avoir tout le contenu que je veux et puis de ne pas être obligé de regarder les images. Les images, c'est-à-dire? C'est-à-dire, je peux écouter des belles vidéos, des bonnes vidéos sur YouTube. Ah, sans être coupé par la pub? Sans être coupé par la pub, mais surtout, je peux mettre mon téléphone en veille et avoir l'écran qui soit noir, tu vois. Ah, d'accord, je suis pas obligé de le laisser. Je savais pas. Je fais de la pub pour YouTube Premium, j'ai aucun lien d'affilié, on n'en a pas d'ailleurs. Non. Et puis Spotify, parce que justement, mettre de la musique dans ma vie, ça apporte un peu de joie. Et ça, c'est ce qui m'aide le plus en fait, parce que ça met un peu de couleur dans ma vie, même si c'est de la musique. Et donc, c'est des musiques choisies, des playlists que tu as créées Ouais, en fonction de l'inspiration, du moment. D'ailleurs, j'ai une anecdote sur ça, parce que j'avais rencontré quelqu'un qui m'expliquait qui écrivait des livres pour les autres. Et qui expliquait, en tout cas, que dans son process de création, ce qu'il prenait le plus de temps, c'était de faire ses playlists. D'accord. Et une fois qu'il y avait les playlists, en fait, l'inspiration, ça venait tout seul. Et ouais, la musique, l'environnement, c'est tellement important. C'est ça. C'est donc, la musique qu'on est. D'ailleurs, là pour le coup, ça a été prouvé scientifiquement. Certaines musiques, généralement de la musique classique, à certaines fréquences, ça a tendance à apaiser l'esprit. Ça se voit sur les animaux, ils sont moins agressifs, plus doux. Donc autant en profiter également, quoi. J'ai fait du bénévolat dans les fermes bio en Angleterre pour apprendre l'anglais. Et il y avait une serre où il y avait des fleurs et ils mettaient de la musique classique. Comme quoi, ça se retrouve partout. Ça m'avait surpris à l'époque, maintenant je comprends un peu mieux. Alors, de quelle façon un prétendu échec, parce que souvent en France l'échec c'est un peu mal perçu, et justement ce prétendu échec t'a-t-il préparé à une réussite ultérieure? On parlait de croyances tout à l'heure. En fait, c'est justement, je suis en train de préparer une vidéo sur l'échec, donc ça tombe bien. Ah bah oui. Parce que malheureusement, nous en France, on a l'échec a mauvaise réputation. Dès que t'échoues, c'est la fin de ta vie, quoi, en gros. Merci les enseignants. Oui, moi, j'ai jamais rencontré un prof, alors je sais qu'il y en a, mais j'ai jamais rencontré dans mon parcours scolaire un professeur inspirant. Et en fait, cette notion d'échec, elle nous a inculqué dès l'école. Quand on n'a pas 20 sur 20, forcément on est en échec. Ouais, il ne faut pas nous dire, ce que tu as réussi pour avoir 18, mais il te manque 2 points,
franchement, tu aurais pu faire un effort pour les avoir. Ouais, c'est un peu le culte d'être parfait, mais vu que la perfection, ça n'existe pas, C'est des du choses coup, qui n'existent pas. on se retrouve frustré même avec un 19, quoi, alors que… C'est ça. Alors que c'est pas mal. En fait, on a l'habitude depuis notre enfance, c'est notre conditionnement et c'est pas de notre faute. Donc le problème quand c'est un conditionnement, c'est qu'ok, c'est pas de notre faute, mais si on veut le changer, il y a beaucoup de travail personnel à faire pour pouvoir dépasser ça. Et donc un changement de croyance à faire. En France, en Europe, on a cette tendance à mal considérer l'échec, Oui, alors qu'il y a d'autres endroits, on peut citer les États-Unis par exemple, où l'échec est valorisé. Et de toute façon, on le voit. Là, il n'y a pas besoin que ça soit prouvé scientifiquement, ou c'est de la science empirique. Les gens qui ont réussi, la plupart, sont juste des gens qui ont échoué plus que les autres, parce qu'ils ont essayé et ils n'ont jamais abandonné. Et ça, c'est vraiment très très important ce que tu dis, c'est d'essayer, parce que faut pas se mentir, même tous ceux qui ont des grands succès, c'est juste un projet sur 10 qui fonctionne, quoi. Généralement, c'est le ratio, parfois 2 quand on a un peu plus de chance que les autres. Mais… C'est ça, et puis qu'est-ce qui fait l'expérience? Si demain vous rencontrez un vieil homme, barbu, barbe blanche, cheveux blancs, qui a une vie incroyable, la plupart de ses enseignements vont découler de ses échecs, ce qui a créé son expérience. Et plus vous échouez, plus vous apprenez, encore faut-il, il faut bien sûr partir de ce principe-là, que chaque échec est une source d'apprentissage, parce que de toute façon, si vous ne retenez pas la leçon, vous allez refaire le même échec, et là c'est le serpent qui se mord la queue, donc là c'est un peu bête. Mais la plupart c'est même pas la plupart, c'est qu'il y a quelques exceptions, bien évidemment, les fameuses exceptions qui confirment la règle, mais tous les gens qui ont réussi sont des gens qui se sont acharnés au travail, qui ont échoué. Il y a des fameuses anecdotes avec Edison. Ils n'ont pas eu peur de tester, quoi. Je veux dire. KFC, la Colonel Sanders, la légende veut qu'il ait proposé 999 recettes de poulet. Et à plus de 60 ans en plus, ou plus de 50 ans. Je crois qu'il avait, il avait un âge très avancé, qu'il n'avait pas d'argent, parce que la pension militaire américaine était vraiment ridicule. Enfin, en tout cas, ce qu'il faut garder à l'esprit, c'est qu'échouer, c'est une bonne chose. Et que si vous échouez, plutôt que de vous dire « Ah, je suis un loser » ou « Je suis nul », mais vous dire « Ah, c'est une super opportunité, j'ai appris quelque chose », bien évidemment, ça ne sera pas agréable. Mais si on contrebalance ça avec l'idée de se dire « Génial, je sais maintenant une nouvelle façon de ne pas atteindre mon objectif ». Donc déjà, on coche une case de moins. Donc ça, c'est bien. Et du coup, toi, c'était par rapport à ta croyance? J'en ai un. L'échec le plus flagrant et le plus magique. En fait, j'étais développeur foncier pour un grand promoteur immobilier. Donc, j'étais chargé de l'acquisition du foncier. C'est là pour après les immeubles et ce genre de choses. J'adorais mon job. Mais j'avais un manque de sens. Et j'avais commencé des formations en PNL. Et une fois, j'étais retourné, donc faire un retour PNL et un étudiant, si on peut appeler ça comme ça, en tout cas un participant à ce stage, était quelqu'un avec qui j'avais sympathisé et qui était docteur en marketing. Je savais pas que d'accord, moi non plus. Un docteur en marketing, donc tu vois tout de suite position d'autorité. Tout direct. Et en plus le mec super sympa, inspirant, c'était un Algérien donc qui habitait en France, qui avait eu des postes incroyables et sa mission de vie en fait c'était faire que les jeunes aient envie de rester en Algérie. C'est bien. Vraiment le mec inspirant. Et à un moment donné, on fait un exercice de coaching ensemble, donc on était participants. Et je lui dis, j'adore mon boulot, c'est valorisant, mais ça manque de sens. Et donc dans l'exercice de coaching, qu'est-ce que tu aimerais faire, Cédric? Si je réfléchis, prof de yoga, ça me plairait bien, mais j'ai pas envie d'être sans le sou. Et là, il me dit, mais Cédric, tu te rends pas compte, tu vas gagner plus d'argent. Donc le mec, position d'autorité, il me dit tu vas gagner plus d'argent. En gros, c'était une porte ouverte. Donc le soir, j'ai fait mon petit plan, j'ai économisé pendant 1 an et puis après j'ai arrêté mon boulot et je suis allé me former en tant que prof de yoga. Pour faire l'histoire courte et pour en venir à l'échec, j'étais à Montpellier, je suis monté à Paris parce que je me suis dit que financièrement ce serait plus facile. Pendant 3 ans, j'ai pas gagné une thune, j'avais même pas l'argent pour me payer mon loyer, donc ça a été une lose et un échec complet. Mais complet, j'avais des retours de gens qui participaient à mes cours qui étaient incroyables. Mais j'étais pas dans ce jeu de copinage avec les patrons de studio parce que malgré qu'ils sont hippies ou des yogis, c'est très copinage et c'est exactement les mêmes règles que dans les entreprises. Et donc ça a été un échec total. Et quand j'ai transposé ça en ligne,
bah là, je pouvais accéder à plus de personnes et là, c'était un succès total. Mais justement, cet échec-là m'a fait, de toute façon, au bout de 3 ans sans sous, mais surtout, ce qui est intéressant, c'est que tu as persévéré pendant 3 ans et tu t'es pas dit ça marche pas, j'arrête. Tu t'es dit ça peut marcher autrement. Faut que je teste autre chose. En tout cas, comment je l'ai vécu? Je me suis dit j'en ai marre. Je perds ma vie dans les transports en commun parisiens qui sont pas super agréables. Et il faut que je fasse autre chose. Je commençais à regarder des vidéos de gens qui travaillaient sur Internet et je me suis dit, je vais essayer ça. Donc j'ai vraiment arrêté complètement les cours de yoga sur Paris. Je me suis consacré à 100% à cette activité en ligne. Donc tu as su te réorienter, t'adapter finalement à ce que la vie te renvoyait comme message. Vous avez dit, les cours de yoga, c'est un peu mort. En tout cas pour moi, parce qu'il y en a qui sont très muscu et qui arrivent très bien à avoir plein de cours. Et du coup, tu t'es dit en ligne, et effectivement, en ligne, ça a permis d'avoir un retour, toucher plus de monde. Donc du coup, forcément, avec la qualité et la valeur que tu apportes. C'est ça, j'avais pas. Alors j'ai pris une formation, je me suis formé parce que tout seul, j'aurais perdu du temps. Et en fait, ce qui était bien, c'est qu'il y avait chaque mois des coachings communs où j'entendais les expériences des gens. Et alors, j'ai pas suivi tout ce qui a été dit, mais j'ai compris une chose, c'est que la plupart des gens voulaient réinventer la roue, faire à leur manière, alors qu'il y avait des choses qui existaient déjà. On parlait un peu de développement personnel, c'est la même chose. C'est ce que j'avais identifié. La seule chose que j'ai pas suivi, c'est que on disait, il faut que tu commences à faire de la valeur, puis il faut que tu commences à vendre tout de suite. Moi, je me suis dit, je le sentais pas, je vais offrir de la valeur. Donner des résultats aux gens en avance, construire une audience et quand elle sera conséquente, je me suis donné 1 an. Là, à ce moment-là, je me suis dit je vais vendre. D'accord. Ouais, intéressant, très très intéressant. Alors imagine, tu as un panneau publicitaire géant en plein cœur de Paris, donc vu par des millions de personnes. Qu'est-ce que tu inscrirais dessus? C'est un peu en lien avec ce qu'on vient de dire sur l'échec. Échoue et souris. Pas mal. Échoue rapidement et souris. Intéressant. Ah ouais, c'est vraiment. En tout cas, si jamais je devais transmettre un message aujourd'hui, c'est ça quoi. Échoue avec panache. J'ai une autre anecdote là-dessus. Oui, vas-y, c'est super intéressant. Je me suis formé à l'hypnose. Alors j'aime bien les formations. J'étais un peu addict des formations. Je l'ai faites 3 fois. Mais au tout début, à ma 2e semaine de formation, je voulais tellement bien faire et tout. Tellement respecter le protocole à la lettre que je m'en sortais pas et je galérais et c'était très désagréable pour moi et peut-être pour la personne en face avec qui je m'entraînais. Et à un moment donné, le superviseur qui devait avoir un certain instinct m'a pris à part et m'a dit je vois que tu galères et tout. Je fais ouais. Et il me dit à partir de maintenant, je veux que tu fasses systématiquement dans chacune de tes séances 2 erreurs et que tu me dises quelles sont ces erreurs. À partir de ce moment-là, en fait, il y avait quasi plus d'erreurs. Moi, j'étais relâché et je me sentais libre, en fait, tu vois, par rapport à ça. Donc, le fait aussi de s'autoriser à échouer, ça nous permet, en fait, de se libérer de cette peur qui peut vraiment être comme tout un tas de béton qu'on aurait au pied et qui nous empêcherait le mouvement. Donc voilà, échouer avec panache, échouer avec plaisir et retenez la leçon pour pas... Et ce qui est intéressant, ce que tu dis, c'est se libérer du jugement des autres et de soi-même. Parce que souvent, quand on a peur d'échouer, c'est qu'on est trop dur avec soi-même ou par rapport au regard des autres. Et dès qu'on se libère tout simplement du jugement de soi-même et des autres, on se sent plus libre d'agir, quoi, tout simplement. Il y a des gens, des vampires d'énergie ou des gens qui sont vraiment pas aidants, qui vont nous juger, ce genre de choses. Mais dans 90% des cas, on est encore plus dur avec soi-même que les pires des personnes qu'on a autour de nous. Donc ça aussi, c'est un travail de commencer d'accepter justement d'échouer, de s'autoriser ce genre de choses. Moi, je l'ai vu, c'est juste cette anecdote-là. En fait, ça a changé ma pratique et la façon dont j'ai agi, mais d'une manière que j'aurais jamais supposé ou imaginé, juste parce que j'avais le droit d'échouer. Ouais, le droit d'échouer, se donner le droit d'échouer. J'avais le droit d'échouer. Et voilà. Du coup, quel est le meilleur investissement que tu aies jamais fait, que ce soit le plus rentable en temps ou en énergie ou autre en fait? Le meilleur investissement, donc ça dépend. Dans quel domaine?
Bah, Dans le business par exemple dans le business ou perso, ça dépend ce que tu as envie de partager en fait finalement. Le meilleur investissement. Temps, énergie, argent, ce qui a été le plus intéressant pour toi. Alors, on va dire que c'est, en tout cas pour moi, c'est pas un investissement financier, mais en fait c'est la discipline que j'ai eue pour changer ma façon de m'alimenter, pour avoir plus d'énergie au quotidien. Si tu peux détailler un petit peu parce Pour faire simple, en fait, pour faire simple. j'ai arrêté de manger du sucre il y a 2 ans, mais vraiment du sucre. Pour l'anecdote, je me rappelle que j'avais entendu une interview d'un grand journal français où une de ces journalistes avait fait un bouquin, j'ai arrêté le sucre, mais elle avait arrêté le sucre blanc. Même pas la farine, enfin tu vois, juste arrêter de mettre du sucre dans son café. Quand je dis pas de sucre, c'est pas de glucides. Ça veut dire que pas de fruits quoi, si je comprends pas de fruits. bien. La plupart de la plus grosse quantité de mes sucres, ça vient des brocolis, des choux-fleurs. D'accord, donc ça te donne une idée. En gros, je mange plus de sucre et mon corps, donc je mange plus de graisse. Ça s'appelle régime cétogène. Enfin, l'alimentation cétogène. La clé aussi pour moi là-dedans, ça a été de me dire je fais pas un régime, mais j'adopte une nouvelle façon de vivre, une nouvelle façon de manger. de manger et de se faire plaisir aussi parce que Ouais, de se faire plaisir. parce qu'un régime c'est toujours contraignant alors que dans ton cas tu te fais plaisir. En fait, ce que je mange la plupart du temps, ça a du goût parce qu'il y a des graisses. Et il y a aussi pas de porte ouverte, justement, j'ai pas le droit de manger du sucre parce que sinon ça me fait sortir de cétose. Donc voilà, en tout cas, l'investissement le plus rentable, ça a été d'avoir cette discipline de stopper le sucre. Et du coup, donc tu as eu plus d'énergie, ça t'a donné peut-être plus de discipline dans d'autres domaines de la vie. Ouais. Par rapport au retour, justement, du pourquoi tu l'as fait ou quel résultat tu as obtenu, quoi. C'est ça. Alors, moi, ce qui m'a aidé, alors c'est un petit peu contradictoire avec ce que je viens de dire par rapport à l'échec. Mais en tout cas, dans certains domaines, en tout cas dans celui-là, ce qui moi m'a aidé, c'est qu'il n'y avait pas de porte ouverte pour faire n'importe quoi. Et le challenge que je m'étais donné quand j'ai commencé, c'était 200 jours, tu vois, 200 jours sans écart. Et comme j'avais cette perspective d'atteindre quelque chose, ça m'a porté et ça m'a aidé. Ça t'a motivé au départ, quoi. Ça m'a motivé. Alors, c'est peut-être pas complètement délié par rapport à cette sensation d'échec ou cette envie d'échec. Mais en fait, en tout cas pour moi, si jamais il y a une porte ouverte, tu vois, dans 15 jours, je vais dans un mastermind, dans un très bel hôtel au Mexique, tout inclus. L'année dernière, je l'ai fait en keto. Alors c'était dur, hein. Ouais. Parce qu'un des meilleurs 5 étoiles all inclusive, avec de dingue. Et là, cette année, je me suis dit, je me fais plaisir. Ah d'accord, donc tu vas sortir de... Je vais sortir pendant une semaine de ça. Mais le fait que je sorte dans 15 jours, eh ben, ça rend en fait cette discipline un petit peu moins forte. Oui, du coup, c'est ta récompense, quoi, en fait. Une sorte de récompense. C'est une sorte de récompense, mais justement, le fait qu'il y ait un objectif donc, à atteindre, concret, tu vois, ou rester en cétose, ou avoir ce style de vie, quand il est vraiment sur le long terme, c'est plus facile que de se dire, dans une semaine, dans 2 semaines, je sais que je relâche. Oui, parce que tu en as fait une habitude, finalement. C'est ça. Ouais. C'est ça, hein, c'est les habitudes qui... Et du coup, pour rebondir sur les habitudes, est-ce que tu as une chose inhabituelle ou une habitude un peu curieuse que tu fais, quoi? Un truc curieux pas manger de sucre. Oui, déjà. Mais une habitude ou une chose inhabituelle, un peu étrange, enfin qui sort de l'ordinaire, quoi, tout simplement. En tout cas, pour moi, elles sortent plus de l'ordinaire parce qu'elles font partie de ma vie. Donc, c'est pour ça que j'ai un peu de mal avec cette question. Mais j'ai des routines, méditation, visualisation. Je suis vraiment très conscient de ma vibration pour attirer ce que j'ai envie d'attirer à moi. D'accord. Donc forcément, si je la détaille, ça va sembler être des habitudes un peu cheloues. En fait, c'est ce que tu fais tous les jours ou régulièrement, c'est-à-dire c'est ça. méditation, visualisation, où tu changes, on va dire, si je comprends bien, sinon tu m'arrêtes, tu changes ton énergie pour changer ta vie ou attirer des nouvelles choses dans ta vie, quoi. Voilà, pour moi, ça semble, c'est ce que je fais tous les jours depuis des années. Je dis ça parce que la plupart des gens veulent changer les autres ou le monde extérieur pour avoir des nouvelles choses dans leur vie. Ça, c'est intéressant en fait. Parce que c'est pour ça que je rebondis.
beaucoup de gens en fait veulent changer leurs circonstances extérieures ou le monde extérieur, ou les gens. C'est pas possible. Déjà, ou alors ça va se faire mais dans la peine et ça va vraiment pas être un réel changement. En fait, le seul changement sur lequel vous pouvez avoir du contrôle, c'est ce qui se passe à l'intérieur de vous, ni plus ni moins. Donc arrêtez de vouloir changer votre mère, votre mari, votre femme ou les gens autour de vous, même si vous le faites avec l'élan du cœur, c'est peine perdue. Alors que si vous changez votre monde intérieur, là vous allez pouvoir inspirer et peut-être espérer pouvoir influencer les autres dans la direction que vous souhaitez. Mais par exemple, pour revenir sur les habitudes, c'est vrai que comme elles sont tellement ancrées en moi, bon, il y a une règle d'or qui dit que de toute façon on travaille nos habitudes et on fait un effort sur nos habitudes. Alors c'est pour ça que j'aime pas les trucs scientifiques, parce que les scientifiques vont vous dire entre 21 jours et maintenant il y a 110 jours ou ce genre de choses en fonction des différentes études. Enfin, on sait que c'est long de toute façon. Mais après, c'est ces habitudes qui travaillent pour vous. Donc moi, j'ai déjà fait beaucoup d'efforts pour les mettre en place, donc elles travaillent pour moi. Mais c'est vrai que là, je suis en train d'écrire une conférence un peu surprenante, dont le titre est un peu surprenant, qui s'appelle « Méditer pour avoir du succès », que je vais faire l'année prochaine. D'accord. Et en fait, pendant le début, je casse un petit peu ces mythes, parce qu'on s'imagine que méditer, on va se laisser pousser un chignon. Bon, pour moi, ça va être un peu dur. Je pourrais, mais... ou manger des graines ou ce genre de choses, alors que pas du tout. Aujourd'hui, on peut utiliser justement le travail dans son monde intérieur pour avoir ce qu'on veut à l'extérieur en changeant sa vibration, en changeant son énergie. Et puis, on peut aussi voir toutes ces croyances, particulièrement les croyances limitantes. Alors, j'imagine que de par ta communauté ou ton entourage, tu es beaucoup sollicité, que ce soit pour des événements ou des distractions. Et donc, à quoi dis-tu non le plus souvent et comment tu arrives à gérer cela? Parce qu'on est dans un monde où la moindre notification sur le téléphone, ça fait un bip ou ça vibre et c'est dur de se concentrer. Donc, comment tu fais pour gérer tout ça? C'est une bonne question. Déjà, j'ai une équipe, donc ça me permet de pouvoir dire non à tout. Donc, de base, et c'est comme pour mon téléphone. Mon téléphone, il dit non à toutes les notifications. Et une fois qu'il est dit non à toutes les notifications, quand j'ai besoin de certaines notifications comme aujourd'hui, là pour boire ma boisson qui équilibre l'équilibre acido-basique, pas très français là ma tournure, mais c'est pas grave. Là, je mets une notification, mais sinon, par défaut, il y en a pas. D'accord. Pareil pour mon équipe, quand il y a des sollicitations, on dit non par défaut, on m'envoie l'information, puis je dis si ça vaut le coup ou pas. En règle générale, la réalité des choses, c'est que j'ai déjà pas suffisamment de temps pour réaliser tous mes projets, donc je vais pas travailler sur les projets des autres. Oui, déjà, oui. Donc voilà. En tout cas, ce qui est le plus facile pour moi, c'est de dire non à tout et de juste rouvrir quelques portes après. Donc par défaut non, ce qui est une bonne méthode, et voilà. Après tu dis certaines choses au cas par cas. Voilà, c'est ça. D'accord. Et je ne sais pas si toi ça t'arrive, en tout cas moi ça peut m'arriver, ça arrive à d'autres personnes. Lorsque, je sais pas, il y a eu plein d'événements qui s'enchaînent, tu peux te retrouver, on va dire, temporairement submergé ou tu perds ton objectif de vue. Comment tu fais pour te recentrer, te recadrer, retrouver le focus? Est-ce que tu as des routines ou qu'est-ce que tu fais quoi? Ouais, j'en ai une justement qui marche très très bien pour moi. Je ne dis pas qu'elle est universelle, mais si jamais je suis surchargé ou que c'est un peu le bazar, je suis OK avec ça. Je lâche prise. Ça veut dire que je me dis, voilà, la journée elle est foutue, la semaine elle est foutue ou le mois il est foutu, et je suis OK avec ça. Et j'ai le droit, en tout cas c'est ce que je me dis, que ça ne se passe pas toujours de la manière la plus optimale. D'accord. Donc ça, en fait, mécaniquement, ça va me permettre de lâcher prise et d'avoir zéro pression. Mmh. Et donc, ça sera beaucoup plus facile et beaucoup plus rapide pour moi de reprendre ou de remettre le train sur les rails. D'accord, ok. Voilà, une fois que j'ai déraillé complètement, je peux le remettre plus facilement et m'assurer que chaque partie est bien rodée. Donc, j'accepte que ça ne se passe pas comme j'ai envie. Ouais, donc tu es dans un processus, si je peux dire, certaines fois de lâcher prise, quoi. Ah, mais c'est la base en fait. C'est une des clés pour tout. Des fois, c'est pas nommé consciemment,
mais être dans une forme de lâcher prise, mais quand même avoir une direction. Oui, oui, c'est important. Oui, parce que le lâcher prise sans direction, ça peut créer quelques. Non, c'est temporaire lâcher prise pour se remettre le train sur les rails. Lâcher prise, tu peux l'avoir tout le temps, mais il faut une direction quand même. Par exemple, une envie, par exemple, si on prend les moines bouddhistes. Les moines bouddhistes, leur pratique de la méditation, ils sont dans une forme de lâcher prise. D'ailleurs, on a l'impression de l'extérieur qu'être moine, c'est très contraignant parce qu'il y a énormément de règles. Mais en fait, pour eux, c'est un environnement protégé. Et ces règles-là les protègent dans leur façon de faire. Mais ils ont une direction. Pour eux, c'est d'atteindre le nirvana ou d'atteindre une forme de libération. C'est la direction, mais ils sont dans un lâcher-prise. Et idéalement, pour un entrepreneur, imaginez que vous meniez chacune de vos actions de la manière la plus calme possible, sans craindre l'échec, sans craindre ou sans craindre le succès aussi, parce qu'il y a beaucoup de personnes à qui ça arrive, parce qu'on a parfois un plafond de verre, et que vous agissiez de la manière la plus calme et la plus efficiente possible. Je pense que ce serait une ressource assez intéressante. Merci. Donc lâcher prise et direction. Ok, lâcher prise, direction. Et là, on arrive sur la fin de ton interview. Est-ce que tu souhaites partager un dernier élément à notre audience et où l'audience justement peut te retrouver si justement ils ont envie de se recentrer, de pratiquer avec toi? Allez sur TikTok et sur Instagram. On mettra les liens dans la description. Voilà. Et si vous voulez méditer, allez sur YouTube. Voilà, si vous voulez du contenu un peu plus dev perso, un peu plus rapide à consommer, comme aujourd'hui peu de personnes ont suffisamment d'attention, vous avez tout plein de choses donc sur Instagram et sur TikTok. Maintenant Facebook, on le fait quand même, mais c'est plus la plateforme que je privilégie. Et sinon, mon gros canal, c'est YouTube. Aujourd'hui, on est à plus de 600 000. C'est bien, c'est bien. Il y aura les liens en dessous dans la description où vous pourrez retrouver. Donc il y a plein de méditations à pratiquer. Ça fait à peu près, j'ai regardé les stats, là depuis un an, ça fait à peu près 10 000 heures par jour de méditation. Ah oui, par jour. C'est bien, c'est bien. Donc je me sens vraiment privilégié parce que si jamais je donnais des cours de méditation, même s'il y avait 10 personnes, ça ferait 10 heures, tu vois. Oui. Alors que là, 10 000 heures, grâce à la puissance de l'Internet, ça permet de pouvoir offrir aux gens de la sérénité en masse, quoi. De la sérénité, apprendre le lâcher prise tout en gardant la direction. En fait, souvent les entrepreneurs, ils veulent agir à fond, mais ils prennent pas soin de leur être intérieur et du coup, ça arrive le burn-out ou le blocage. Et le fait de pratiquer avec Cédric, justement, ça permet d'entretenir la machine intérieure pour toujours avoir des performances optimales, quoi. C'est ça. Aujourd'hui, à notre époque, justement, grâce à cette masse d'informations, on se rend compte que poser des objectifs de manière brute, c'est bien, c'est la première étape, mais c'est parfois pas suffisant. Si on n'est pas aligné, si on n'a pas posé l'intention nécessaire, on pourra faire tous les efforts que l'on veut. D'ailleurs, c'est encore Tony Robbins qui disait ça. Si tu as la meilleure intention, la meilleure énergie, que tu cours de la manière la plus rapide pour aller voir le lever du soleil, mais que finalement tu es parti dans l'autre sens, tu auras beau mettre toute l'énergie que tu veux, tu auras beau te dire que la vie n'est pas juste, c'est juste que tu n'es pas dans la bonne direction. Et il n'y a pas cette notion de la vie est juste ou pas, c'est aide-toi toi-même, toutes les religions te disent de toute façon. Voilà, c'est ça, c'est déjà s'occuper de soi pour avoir la conscience d'être ou non dans la bonne direction et changer de direction si c'est nécessaire. C'est exactement ça. Eh bien écoute Cédric, je te remercie énormément pour cette interview riche d'enseignements. Il y a beaucoup de choses que vous pouvez mettre en pratique. Donc justement, passez bien à la pratique. Sous cette vidéo, il y a les liens pour retrouver la chaîne de Cédric, pour pratiquer avec Cédric. Vous allez voir, c'est extrêmement puissant. Et puis je te dis à très bientôt Cédric. Encore merci. Il y a deux choses que je dis à chaque fois en fait, presque dans la plupart de mes vidéos. C'est une goutte de pratique vaut bien plus que tout un océan de théorie. Pratiquez. Et justement, prendre du temps pour vous, c'est vous accorder de l'importance. Eh bien, allez-y. Et puis, je vous donne rendez-vous d'ici quelques jours pour la prochaine vidéo. Merci Cédric. Merci. Salut.